Et il est 8h10 dans la matinale RCF. Ce lundi 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Et à cette occasion, notre grande invitée est la réalisatrice Judith Grimbach. Judith Grimbach, bonjour. Bonjour. Il y a 18 mois, votre film documentaire Une idée folle commençait son aventure à travers la France. À partir d'aujourd'hui, on peut le voir en vidéo à la demande sur Vimeo. L'idée folle, c'est de réinventer l'école, une école qui prépare les enfants au monde de demain. Alors Judith Grimbach, le ton de votre film est résolument optimiste. Mais est-ce qu'il y a de quoi être optimiste quand on parle de l'école aujourd'hui ? Je pense qu'on a besoin de l'être. Le film pose la question du rôle de l'école. Il a été tourné dans 9 établissements scolaires, de la maternelle au collège, partout en France, et dans des établissements dans lesquels, en plus évidemment d'apprendre à lire, à écrire et à compter, on apprend aussi à avoir confiance en soi, à être empathique, à coopérer les uns avec les autres, à être créatif et à prendre des initiatives avec le but assumé de faire des enfants des citoyens qui auront envie de transformer la société qui les entoure. Et la semaine dernière, quand Nicolas Hulot a démissionné, il a mentionné le fait qu'il se sentait bien seul, et il a aussi rappelé notre responsabilité à tous finalement face aux défis écologiques. Et je crois que la meilleure façon finalement de rameuter cette armée, si on peut dire ça comme ça, c'est de commencer à donner aux enfants très tôt le sens du rôle qu'ils peuvent jouer dans la société. Et c'est ce qui se passe dans ces écoles, mais c'est aussi des écoles où on est heureux d'aller et où les enfants vont en courant. Pour vous, en 2018, on a particulièrement besoin de réinventer l'école, ou c'est une nécessité permanente ? Je crois qu'on est dans un monde qui bouge de plus en plus vite. L'avenir est extrêmement incertain, et la seule certitude qu'on a, c'est que les enfants d'aujourd'hui vont devoir être capables d'acquérir des connaissances et des compétences tout au long de leur vie. Donc je crois que c'est particulièrement important aujourd'hui de se poser la question de ce qu'ils ont besoin d'apprendre, et aussi dans quel contexte. Et je crois qu'on doit se battre pour une école dans laquelle tout le monde se sent bien, que ce soit les enseignants et les enfants. Et pour ça, on a besoin d'avoir un débat apaisé sur le sujet de l'école dans la société. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, non. Bon. Vous avez évoqué Nicolas Hulot, vous nous avez dit que l'école doit servir à former des citoyens de demain, mais est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'école ? Je crois qu'on en demande beaucoup à l'école, et que l'école peut pas tout faire seule, mais je pense qu'il faut aussi être ambitieux et lui demander de faire le maximum. Mais encore une fois, pour ça, on ne peut pas se contenter d'attendre. On adore en France le mythe de l'homme providentiel, et on a tendance à penser qu'il y aura un jour une réforme providentielle qui va nous sauver de tout, et peut-être aussi de nous-mêmes, et sans dédouaner l'État de sa responsabilité, parce qu'il a une très grande responsabilité, notamment dans le fait de garantir à tous les enfants des chances équivalentes. Pour autant, je crois qu'on a tous un rôle à jouer pour faire évoluer ce système éducatif en tant que parents, en tant que citoyens, et même en tant que jeunes et en tant qu'enfants. Vous croyez plus au rôle de l'État ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'État a une très grande responsabilité à jouer, mais qu'il n'est pas seul. Et que nous aussi, en tant que citoyens, on peut faire évoluer les choses, notamment, par exemple, dans le discours qu'on a sur les enseignants dans la société. Je crois qu'on a vraiment besoin de revoir totalement notre copie sur ce sujet, que quand on parle des enseignants, la plupart du temps, c'est pour dire que vraiment, ils ont de la chance parce qu'ils ont tellement de vacances, et que quand même, c'est un métier assez facile, etc. C'est pas du tout la réalité. Je veux dire, moi, tous les enseignants que je croise, ils travaillent comme des chiens, ils travaillent beaucoup plus pour certains que la majorité des cadres que je connais. Ils ont une passion et un engagement qui est absolument total. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à en demander toujours plus à des gens à qui on ne dit jamais merci. Judith Grimbach, comment on fait pour prendre soin des profs ? On commence par leur dire merci. Je ne sais pas, en tant que parent, peut-être on commence par dire merci à l'enseignant de son enfant. Et même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la classe, peut-être qu'on peut proposer son aide. Je pense qu'il y a une façon de communiquer, en fait, tout simplement, qui pour l'instant, est pas vraiment mise en œuvre. Et voilà, on parle autrement d'eux. Juste dire merci, ça suffit ? J'y crois pas. Non, je pense que c'est le début, en l'occurrence. Et je pense qu'on ne le fait pas. En tant que société, on ne le fait pas. En tant que société, on ne reconnaît pas. Merci, mais comment la société peut-elle dire merci aux professeurs ? C'est en les payant plus ? Mais même le discours médiatique, je pense que leur rémunération est sans doute pas à la hauteur de leur tâche et de la responsabilité qu'ils ont dans l'éducation des enfants. Mais je pense que ce n'est pas qu'une affaire de rémunération. Je pense que c'est une affaire de formation. Je pense que c'est une affaire d'écoute. Je pense que c'est une affaire aussi de garantir qu'il y ait le maximum de dialogue
même au sein des établissements scolaires, qu'il y ait un bon dialogue aussi avec les parents. Je pense qu'il y a plein de façons en fait d'améliorer les conditions de travail des enseignants et leur bien-être. Et leur bien-être est clé parce qu'on ne peut pas demander à des adultes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent seuls et qui se sentent abandonnés, d'apprendre à des enfants à avoir confiance en eux. Alors, il y a les parents qui peuvent dire merci, et là, il y a aussi le gouvernement qui peut faire quelque chose pour les professeurs. Ah ben, encore une fois, je pense que l'État a évidemment un rôle énorme à jouer. Je pense que d'après, encore une fois, je voudrais juste préciser que moi, je suis experte de rien, je suis citoyenne et réalisatrice et je m'intéresse à ce sujet depuis 3 ans. Donc, ce que je vous raconte là, c'est ce qu'on me raconte, c'est ce que les enseignants me racontent. J'ai l'impression, en les écoutant, que la formation est un enjeu énorme. Aujourd'hui, quand on est enseignant du primaire, on a 18 heures de formation par an. Ça me paraît quand même pas énorme. Donc ça, c'est à mon avis probablement le plus gros enjeu dont le gouvernement pourrait se soucier pour le bien-être des profs. Vous l'avez dit, votre film Une idée folle s'intéresse au sens de l'école et au sens du métier d'enseignant. C'est un métier qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce que ça veut dire être enseignant ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas si ça veut dire la même chose pour tous les enseignants. Pour ceux que je rencontre, je crois que ça veut dire donner envie d'apprendre aux enfants, garantir à chacun le droit d'exister dans son individualité tout en l'aidant à trouver sa place au sein du groupe, l'aider à prendre confiance en lui et encore une fois, parfois on a tendance à opposer connaissances et compétences en France en disant que c'est pas le rôle de l'école, voilà, de travailler sur la confiance et des choses comme ça. Sauf qu'en fait, un enfant qui n'a pas confiance en lui, il peut pas apprendre sereinement à lire, à écrire et à compter. Donc, même ces fondamentaux dont on parle tellement, ils sont extrêmement intimement liés à la confiance en soi et au bien-être aussi des enfants. Et je crois que les enseignants que j'ai filmés, ils sont extrêmement conscients de ça et c'est ce pourquoi ils travaillent. Quand on regarde votre film, on a l'impression que le métier d'enseignant a changé ou est en train de changer, mais aussi celui d'élève. Le métier d'élève n'est plus tout à fait le même. Je veux dire, les élèves d'aujourd'hui, ils ont accès à énormément de choses auxquelles les élèves d'hier n'avaient pas accès, notamment grâce à Internet. Et donc, il y a par exemple un énorme enjeu de développement de l'esprit critique, de traitement de l'information, de comment on navigue sur Internet et comment on compare ses sources pour ne pas être influençable et se laisser convaincre partout et n'importe quoi. Ça, c'est l'une des différences spécifiques, oui, par exemple de l'époque. Et puis il y a aussi cette idée que ces enfants-là ne vont clairement pas faire un métier pendant 40 ans, ils vont sûrement en faire pas mal et surtout on ne sait vraiment pas dans quel monde ils vont évoluer. Donc il faut les préparer à être flexibles, à apprendre seuls, à être autonomes en fait dans leur manière d'apprendre pour justement pouvoir acquérir ces connaissances et ces compétences tout au long de leur vie. Je vous écoute et vous n'avez pas prononcé le mot fondamentaux, vous n'avez pas parlé de lecture, d'écriture, compter. Pourtant, on voit si on regarde les journaux ce matin, c'est retour aux fondamentaux, une dictée chaque jour. C'est pas la même école dont vous parlez ? Je l'ai dit 2 fois. J'ai dit que d'abord, on apprenait à avoir confiance en soi, à coopérer, à être créatif en plus, évidemment, et en même temps que d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et je pense que, encore une fois, les fondamentaux sont extrêmement liés à tout un tas d'autres compétences, notamment psychosocial et personne ne dit ni dans mon film ni ailleurs que c'est pas important et que on s'en fout en fait d'apprendre à lire, écrire, à compter. On peut pas être un citoyen libre et éclairé si on sait pas lire, écrire et compter. Mais je pense qu'on peut pas l'être non plus si on sait pas réfléchir par soi-même, si on n'a pas d'esprit critique, si on sait pas prendre la parole en public, si on sait pas coopérer les uns avec les autres, etc. Et en même temps, les enseignants que vous nous montrez, la dictée, ils sont pas très fans, le par cœur, ils sont pas très fans. Je pense qu'ils font des dictées et du par cœur comme tout le monde, ils font juste pas que ça. Mais je pense qu'il y a en fait aucun enseignant qui fait que ça. Quelle valeur pour vous l'école doit-elle transmettre ? Votre film insiste beaucoup sur la place de la coopération plus que de la compétition. Vous expliquez ça ? Oui, l'idée c'est qu'on a besoin de se mettre tous ensemble en fait pour trouver des solutions aux enjeux de demain. Les enfants d'aujourd'hui vont affronter des enjeux auxquels leurs parents n'ont pas su répondre, leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents n'ont pas su répondre. Il va y avoir des défis écologiques, des défis technologiques, des défis éthiques. Et je pense que ce n'est pas un individu ou 10 individus qui vont trouver la réponse à ces questions-là, mais c'est en se mettant le plus nombreux possible et en sachant travailler ensemble qu'on peut y arriver.
Et ça fonctionne? Les enfants que vous avez eus, ils aiment ça? Ils adhèrent à ce système? Ils adorent ça. Et et très souvent, on les voit embarqués dans des débats philosophiques, dans des choses. Quand ils travaillent, ils sont extrêmement concentrés, ils sont passionnés. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines caricatures des écoles où les enfants ne font que jouer et ne travaillent pas. Ils travaillent, mais ils aiment travailler. En fait, ils aiment apprendre. Et je crois qu'on... Redites-le nous, là. Les enfants aiment travailler, les enfants aiment apprendre. Oui, les enfants aiment apprendre. Et naturellement, les enfants aiment apprendre. Et naturellement, peut-être que les enfants aiment apprendre, c'est-à-dire que naturellement, nous ne savons pas bien leur enseigner les choses pour qu'ils aiment apprendre, c'est ça? En tout cas, personne ne vous a appris à marcher, personne ne vous a appris à parler. C'est arrivé tout à fait naturellement. Et si à un moment, apprendre, ça devient un ennui, il faut se poser des questions, je crois, sur pourquoi et sur comment y remédier. Et ça marche pour tous les enfants, de tous les milieux? Ou ça marche que dans certains milieux où on n'a pas à régler d'autres difficultés en plus? Alors, je ne veux pas avoir l'air de dire que quand on veut, on peut et qu'il n'y a pas de défi économique et social. Ces méthodes pédagogiques sont tout à fait applicables dans tous les milieux. Maintenant, il ne faut pas nier que le contexte économique et social a une influence absolument dramatique sur évidemment la vie des enfants et que si on ne mange pas à sa faim, si on ne dort pas, s'il y a de la violence autour de soi, on ne peut pas apprendre correctement. Donc évidemment, l'école n'est pas responsable de tout et il y a énormément d'autres problèmes à régler si on veut que l'apprentissage se passe dans de bonnes conditions. Les écrans sont assez peu présents, même pas présents, je crois, dans votre film. Ils ne sont pas présents dans le film parce que finalement, j'ai eu qu'une journée ou 2 journées de tournage par établissement. Mais il y a des écrans dans ces écoles, je crois, ni plus ni moins qu'ailleurs. Non, c'est juste que l'écran est un outil, en fait, au service de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas la technologie pour la technologie, mais en revanche, elle peut être utilisée pour la coopération, elle peut être utilisée pour la personnalisation, et on se sert du numérique dans ces écoles comme partout, parce que tout simplement, le numérique est partout autour de nous, et que je crois que c'est illusoire de penser qu'on n'a pas besoin aussi d'apprendre aux enfants à se servir de ça. Judith Grimbach, vous avez donc, avec ce documentaire Une idée folle, fait un petit tour des écoles qui innovent en France. Il y a même un collège. Hein. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour inventer l'école de demain? Parce que c'est des écoles très différentes, hein, privées, publiques, en milieu rural, en ville. Quel est leur point commun? Alors, j'ai fait un petit tour. J'ai pas fait un tour de l'innovation éducative en France. J'ai visité 9 établissements, en tout cas pour faire le film depuis un peu plus, qui sont des exemples. Hein, il y a évidemment pas que 9 établissements scolaires où il se passe des choses formidables en France. Il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des milliers d'enseignants qui y travaillent. Il n'y a pas de méthode miracle et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ces écoles. C'est qu'en fait, elles font leur sauce, comme le dit Isabelle Peloux dans le film. C'est-à-dire qu'avec le contexte, avec la personnalité des enseignants, elles fabriquent quelque chose qui convient à tout le monde. Et ce qu'elles ont en commun, en revanche, c'est une vision de la société et un idéal qu'elles veulent atteindre, mais elles y vont par plein de chemins différents. Et c'est des écoles qui sont très ouvertes sur la ville, sur le monde? Elles sont très ouvertes sur la ville, sur le monde, sur les parents, sur les associations. Elles essayent de travailler avec la mairie. Elles essayent d'être le plus ouvert possible sur le monde qui les entoure. Est-ce que c'est plus facile d'innover en matière d'éducation dans le privé que dans le public? C'est souvent ce qu'on entend dire. Je crois qu'il y a des défis différents. Les écoles privées ont l'avantage de choisir leurs élèves. Ou la facilité. Pardon ? Et c'est une facilité de choisir ses élèves. C'est sûr que à l'école publique, on compose avec les élèves qu'on a. Et comme aussi dans le privé, on peut choisir qui on recrute, c'est plus facile, par exemple, de monter une équipe pédagogique qui a envie d'aller dans le même sens. Après, souvent, elles ont des défis économiques que les écoles publiques n'ont pas. Mais pour autant, il se passe au sein de l'école publique aujourd'hui en France énormément de choses. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants dans l'école publique qui innovent tous les jours. En filmant toutes ces écoles, votre regard a changé sur l'école? Vous avez toujours aimé l'école, vous? Non, pas du tout. Moi, j'étais assez malheureuse à l'école et pourtant, j'avais vraiment pas à me plaindre des conditions, ni du milieu social, ni de l'endroit où j'étais. Mais je l'ai vécu l'école plutôt comme une souffrance. Et quand je suis arrivée dans ces écoles, je me suis dit que j'avais envie d'y retourner. Alors que je l'avais quitté en courant et là, je me suis dit, mais j'y retournerai demain si ça voulait dire apprendre comme ça. S'il y avait 3 valeurs que l'école devait transmettre, lesquelles seraient-elles pour vous?
3 valeurs. Je vais répéter un peu toujours les mêmes mots, mais je crois... En fait, moi j'aime bien notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Simplement, pour se sentir libre dans une classe, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir se tromper, il faut pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir proposer des choses. Pour se sentir l'égal de l'autre, il faut avoir compris qu'on a de la valeur. Et puis la fraternité, c'est pas un concept, ça s'éprouve au quotidien. Donc ces valeurs-là me vont bien si elles sont appliquées comme ça. Judith Grimbach, pour terminer cet entretien, je voudrais que vous lisiez un papier qui est affiché dans une des classes que vous avez filmées. Oui, c'est un pense-bête pour les élèves. Alors, il y a écrit « Tu es capable, tu peux le faire, tu as les ressources en toi pour réussir, tu as le droit d'échouer. Il est important de se tromper pour apprendre. Plus je fais et plus je deviens compétent. J'ai le droit de ne pas être parfait. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit d'échouer et de me relever. » Merci Judith Grimbach. Votre film Une idée folle, on peut le voir dès aujourd'hui sur Vimeo en vidéo à la demande. Merci beaucoup et bonne rentrée à vous. Merci.